Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Mathilde. Salut Mathilde. Salut, Jean. Mathilde qui va nous parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, en rapport notamment avec les métiers et l'évolution des métiers dans le secteur du digital learning. Ça fait suite à la sortie d'un tout nouveau baromètre de l'ISTF. Donc, je vais laisser Mathilde se présenter et présenter l'ISTF, mais pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est un organisme de formation qui a cette particularité de sortir très souvent des baromètres, des papiers, des études qui sont faites auprès de leurs clients, qui sont très intéressantes et que moi-même, nous-mêmes, les professionnels du secteur de la formation et du digital learning, on consulte. C'est un peu un événement à chaque sortie d'un nouveau baromètre. Parce que ça nous donne une mine d'or d'informations. Donc, si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, allez vous ruer sur les baromètres de l'ISTF qui sont super bien faits, très pédagogiques et très compréhensibles pour le coup. Ils sont riches, une mine d'or de trésors d'informations et de chiffres qui peuvent être très intéressants pour assurer votre veille. Mais j'arrête de parler. Je parle déjà trop. Cette introduction est déjà trop longue. Mathilde, trop contente que tu sois là. S'il te Moi plaît, aussi. dis-nous, les gens veulent savoir. Dis-nous qui tu es, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es et qu'est-ce que l'ISTF, je t'en prie. Merci beaucoup, Jean. Merci pour ton invitation. Je suis ravie, moi aussi, d'être là et de partager ce moment avec toi et puis ton audience. C'est toujours un plaisir, en plus, quand ce sont des alumni comme toi qui nous sollicitent. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je suis la directrice de l'ISTF. Tu nous as présenté un petit peu, effectivement, pour peut-être élargir la photo, parce que à l'ISTF, ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on aime faire beaucoup de choses, toujours en lien avec la pédagogie, la digitalisation des formations et l'accompagnement en fait des structures dans ces démarches-là. Donc, on fait des formations à destination des personnes qui sont en poste. Ça veut dire les ingénieurs pédagogiques, les formateurs, les responsables de formation, les DLM, voilà, toutes les fonctions qui gravitent autour des projets de la formation. Et puis, on s'adresse aussi aux personnes qui veulent devenir ces pros de la formation, qui veulent se spécialiser ou se reconvertir. Et bien qu'on ait une majeure partie de personnes en poste qui suivent nos parcours, nos formations courtes, parce que on accompagne aussi des entreprises dans leur transformation digital learning, on a aussi une branche école. Donc, les entreprises font aussi appel à nous maintenant pour former en alternance des concepteurs formateurs digital learning. Donc, notre activité s'élargit pour répondre finalement toujours au même besoin qui est de savoir comment accélérer dans la proposition de formation de qualité auprès de ses collaborateurs ou de ses apprenants quand on fait de la formation en externe. Voilà pour l'ISTF. Moi, du coup, en tant que directrice, alors je fais plein de choses. C'est ce qui me passionne aujourd'hui dans mon métier. Je suis particulièrement amenée à travailler sur les projets avant-vente, donc ça veut dire la stratégie évidemment de l'ISTF, du marketing, de la communication et l'accompagnement des projets de nos clients. Donc je pilote les conseillers formation chez nous, mais moi-même j'ai cette casquette plutôt d'ingénieur commercial puisque j'accompagne principalement les grands comptes dans leurs projets de formation de leurs équipes pédagogiques. Voilà pour ce qui me concerne. Ok, merci beaucoup Mathilde pour cette présentation très complète. Oui, en effet, alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait l'ISTF. J'ai fait 2 formations à l'ISTF. J'ai fait concepteur de ressources e-learning, formation suite à laquelle j'ai lancé mon entreprise. C'était pour mettre à jour mes compétences à l'époque. Ça m'a beaucoup servi, puisque j'utilise encore aujourd'hui au sein de mon métier et avec mes clients les différentes méthodes apprises chez l'ISTF. Et j'ai fait la formation Geniali User Expert. Aujourd'hui, j'ai du mal. User Expert niveau 2. Pareil, parce que l'ISTF délivre des certifications qui sont assez intéressantes, en tout cas, à avoir sur le CV. Donc, je me suis dit, je vais me sécuriser. Comme dans le cadre de mon entreprise, je me suis vite positionnée comme étant spécialiste Geniali. Ça me paraissait assez naturel de faire cette formation sur Geniali, qui est très intéressante parce qu'on voit vraiment l'aspect gamification de Geniali avec tout ce qui est escape game pédagogique, etc. Donc, c'était très cool. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, on mettra
en description de la vidéo les différentes offres de formation de l'ISTF avec grand plaisir. Alors Mathilde, si tu es prête, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui. Au moment où sort cette vidéo, normalement, le baromètre sera disponible. On vous mettra le lien dans la description. C'est un nouveau baromètre qui permet de comprendre l'évolution des métiers, du marché, de l'employabilité par rapport au secteur de la formation. J'ai lu ce baromètre avec attention. Je vous recommande de le lire soit avant de regarder cette vidéo, soit à la suite de cette vidéo. De toute façon, je vous mettrai en description, pareil, les moments clés qui concernent plus particulièrement cette interview. Et l'idée qu'on a eue avec Mathilde, c'est justement d'augmenter un peu la lecture de ce baromètre et de te poser quelques questions que des personnes qui lisent le baromètre pourraient avoir, justement, pour aller un petit peu plus loin, creuser un petit peu. Ok, c'est parti. Évidemment, on compte sur vous si vous avez des questions en plus après la lecture de ce baromètre pour les poser en commentaire. Alors, du coup, donc ce baromètre, il montre une évolution des métiers du digital learning et notamment, il structure les projets de digital learning en 4 grandes phases. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant: organisation, conception, production, déploiement. Est-ce que tu peux nous expliquer pour chacune de ces grandes phases, quels sont les rôles les plus stratégiques, à quoi servent, quels sont les rôles les plus stratégiques, tout simplement? Quels sont les métiers qui vont être impliqués pour chacune de ces phases? Dis-nous tout. Oui, effectivement, du coup, dans ce baromètre-là, nous, notre objectif, c'était d'offrir un peu un guide à la fois aux entreprises, aux services formation, aux universités d'entreprise qui ont besoin de savoir en fait comment se structurer. Tu l'as dit, ce sont des métiers qui évoluent beaucoup, qui évoluent assez rapidement et qui sont relativement nouveaux, en fait, récents par rapport à d'autres métiers qui existent depuis plein d'années. Donc, ça veut dire que nous, notre objectif avec cette enquête, c'est de vous proposer finalement, voilà, des cas d'usage, un peu des recommandations sur qui peut faire quoi, en quoi ça peut vous servir de mettre en place ces fonctions-là dans vos équipes et de pouvoir tout simplement réussir grâce à ça à structurer vos équipes et à avancer dans vos projets. Deuxième objectif, c'est plutôt d'offrir aux individus, aux pros de la formation, pareil, la même photographie, de savoir sur quel métier aller, quelles sont les distinctions entre un responsable de formation, un learning designer, un learning success manager, etc., pour se positionner aussi sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Parce que je pense que, Jean, tu vois de quoi je parle, mais sur le marché de l'emploi du digital learning et de la formation aujourd'hui, on voit une multitude d'intitulés de postes. Donc, parfois, les gens nous disent, franchement, je ne sais pas, ceux qui veulent suivre nos cursus, par exemple, certifiants, pour valoriser leur employabilité, nous disent, je ne sais pas, en fait, quelle annonce chercher parce que j'en vois plein qui ont des intitulés différents et je ne sais pas vers lesquels aller. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de ressources. Bref, pour répondre à ta question, aujourd'hui, effectivement, ce serait trop fastidieux de toutes les lister parce que justement, il y a plein de petites spécificités dans chaque entreprise. Donc, on a décidé de simplifier les choses en catégorisant et en sélectionnant certaines fonctions sur lesquelles on vient approfondir nos réponses dans le baromètre. Donc, les 4 catégories, je le rappelle, ce sont organisation du projet, conception des dispositifs, production des ressources et déploiement des formations. Donc, à chaque fois, j'ai rajouté ce petit élément qui permet de détailler et donc aussi de clarifier ce qu'on met derrière. Bien sûr, dans le baromètre, on a pris le temps de détailler ce qu'il y a dans chaque phase et finalement les actions ou les compétences dont on a besoin à chaque phase. En termes de fonctions maintenant, les fonctions clés, on en a certaines qui vont être le responsable ou la responsable de formation. Donc là, c'est la personne qui va principalement être sur des missions d'organisation et de pilotage, à la fois du service formation et des projets de formation. C'est aussi la personne qui va un peu porter la stratégie de formation de l'entreprise. Donc, cette personne, elle va être principalement amenée à travailler sur les phases d'organisation et de conception. Et puis après, en pilotage, finalement, indirectement, elle va agir sur les phases de production de contenu et de déploiement des formations, mais elle ne va pas agir elle-même à ce moment-là. Ensuite, autre fonction clé, évidemment, le ou la Digital Learning Manager, qu'on peut aussi retrouver sous l'intitulé chef de projet Digital Learning.
Donc ça, c'est un peu la question qui revient sans cesse depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est différent, un digital learning manager, un chef de projet digital learning? Ça peut l'être, dans certains cas, ça l'est, où l'aspect manager de l'intitulé digital manager part vraiment sur une responsabilité de pilotage de stratégie de digitalisation des formations, par exemple. Mais dans la plupart des cas, en fait, le terme manager vient surtout pour la partie gestion de projet et on retombe sur chef de projet digital learning. Donc là, c'est la personne qui va principalement agir sur la conception des projets de formation multimodaux, digitalisés, hein, également des expériences apprenantes et qui va aussi, dans certains cas, agir sur la production des ressources de formation digitalisées. Quand ce n'est pas cette fonction-là qui produit elle-même, elle va piloter des personnes en interne ou des prestataires, par exemple Jane, qui va agir en tant que conceptrice freelance. Voilà, cette personne-là, elle peut aussi évidemment interagir sur les phases d'organisation. Là, on est dans la gestion de projet, donc évidemment, ça va arriver. Et puis, les déploiements, bien sûr, sur l'intégration du projet et du dispositif sur les plateformes, type LMS, LXP, etc. Et puis, de communication, de KPIs à monitorer et à communiquer après derrière. Enfin, il y a vraiment un rôle de coordination important chez les chefs de projet Digital Learning ou Digital Learning Manager. Ensuite, on a deux fonctions clés dans la conception et la production des ressources. Premièrement, les learning designers, qui sont en fait les ingénieurs pédagogiques des expériences apprenantes, des dispositifs. Donc, eux, ils viennent concevoir la réponse dans sa globalité à un besoin de formation. Et puis, le concepteur ou la conceptrice e-learning vient vraiment construire, donc concevoir, produire les contenu e-learning du dispositif. Donc, quand on dit contenu e-learning, c'est au sens large du terme. Hein. C'est toutes les ressources qui vont venir alimenter et venir contribuer au dispositif de formation qui est en train d'être conçu. Les concepteurs e-learning peuvent aller jusqu'à intégrer les contenus e-learning sur la plateforme, bien que dans certaines structures, on retrouve des postes clés comme intégrateur e-learning qui se charge vraiment, ou administrateur LMS qui se charge vraiment de la partie mise en déploiement sur la plateforme. Voilà, ça, c'est des fonctions clés, des projets vraiment de réponse à des besoins de formation. Après, on retrouve les personnes qui vont être en charge d'animer et de faire vivre tout ça avec les apprenants et les différentes parties prenantes qui vont interagir quand la formation est en train d'être vécue. On retrouve les tuteurs, les tutrices et plus largement, il y a un nom qui revient de plus en plus, ce sont les enablers, donc toutes les personnes qui vont contribuer de près ou de loin dans l'entreprise à la transmission de connaissances, de compétences, au partage et finalement à ce que l'entreprise devienne une entreprise apprenante. Donc, on retrouve les tuteurs, les tutrices, les mentors, les parrains, les formateurs, etc. Voilà, donc ces personnes-là, évidemment, elles arrivent sur les phases plutôt de déploiement et qui plus est d'animation ou d'accompagnement. Ensuite, on a les formateurs et les formatrices, bien sûr, qui peuvent être amenés à interagir sur les phases de conception, évidemment. Bien sûr aussi sur les phases de production, notamment de petits contenus ou les supports et les déroulés pour les temps synchrones, mais aussi sur la création d'activités, la création de quiz, etc. Évidemment, les formateurs et les formatrices, on les retrouve sur la phase de déploiement des formations. Et enfin, je finis par ma fonction préférée, personnellement, c'est celle de Learning Success Manager parce que je trouve qu'elle est vraiment clé à l'heure actuelle pour répondre aux enjeux de la formation et qui plus est de la formation digitalisée, qui est l'engagement des apprenants et la coordination des différents acteurs, les formateurs occasionnels, les enablers, les concepteurs, les learning designers, les digital learning managers. Et en fait, au croisement de tous ces acteurs-là, on retrouve cette fonction clé qui est le Learning Success Manager et c'est en gros là où les personnes en charge de l'expérience apprenant. Et ça, c'est clé et pour moi, il n'y en a encore pas assez. Donc, je lance un appel, recrutez et formez chez vous des Learning Success Managers pour que vos projets puissent aller au bout des ambitions qu'ont été celles des ingépédas, des learning designers et des commanditaires à l'origine en fait des projets de formation et que vos apprenants puissent vraiment être accompagnés et que vos équipes puissent être vraiment entourées autour des enjeux, hein, des enjeux d'engagement qui sont ceux que vous rencontrez certainement aujourd'hui si vous regardez cette vidéo. Voilà pour les fonctions clés. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Jean, sur certaines d'entre elles. Waouh, écoute, déjà, merci beaucoup. C'était très complet. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois sur les métiers, 5 métiers très
basico-basique, on va dire, sur les métiers du secteur de la formation. C'est très, ça va compléter vachement bien, donc je la mettrai en description, mais ouais, je te remercie. C'était vraiment une vidéo d'introduction pour vraiment les personnes qui sont très newbies, Ouais. très nouvelles, on va dire, dans le secteur. Et là, tu es allée vachement plus loin, justement, avec en indiquant les nouveaux métiers un petit peu qui arrivent, enfin nouveaux. On va dire c'est les nouveaux intitulés, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc merci beaucoup. C'était très complet et on se rend compte à quel point la formation, c'est tout un écosystème finalement, Mmh. que finalement même dans l'entreprise, des non-professionnels de la formation, peuvent, contribuer, apporter, de la connaissance à Ouais. l'entreprise. C'est quelque chose que j'ai observé aussi de plus en plus, Mmh. notamment dans les grandes entreprises. On demande à des personnes qui sont pas forcément dans le secteur de la formation, mais qui ont acquis une expertise, de contribuer, Mmh. d'apporter une certaine connaissance avec des communautés apprenantes au sein de l'entreprise. Mmh. Mmh. Moi-même, après moi j'étais formatrice, dans mon ancien job quand j'étais en CDI, mais c'était une petite boîte qui s'est fait racheter par un gros groupe et ce gros groupe était en train, j'ai pas vu malheureusement la naissance du projet parce que je suis partie, monter ma boîte, mais il y avait ce côté, ils étaient en train de créer ça justement, ce côté, Mmh. une énorme base de données où chacun pourrait contribuer, faire une petite vidéo, un petit tutoriel sur un élément qui est un peu bloquant et pour aider les Mmh. autres. Et Mmh. ce côté tutorat, mentorat, est, très, très intéressant. Et d'ailleurs, dans un autre livre blanc de l'ISTF, j'avais vu que, Mmh. ce qui motivait les personnes, enfin les apprenants, en entreprise à terminer Ouais. une formation, le tuteur est toujours dans les premiers, je crois il y a dans le top 4 de ce qui motive les apprenants à Ouais. démarrer et finir une Et à formation. finir surtout. Ouais, tout à fait, tu as raison. Donc Ça fait partie, ouais, c'est un chiffre intéressant, et même un classement intéressant. On vient interroger, notre panel à la fois de professionnels, mais aussi d'apprenants, sur ce qui les motive à démarrer une formation, à vouloir participer à une formation et au même le levier qui les engage à terminer cette formation. mmh, Et c'est hyper intéressant chaque année de voir le classement qui bouge. Ce qui en ressort, si on peut faire un aparté là maintenant, c'est je t'en prie, ouais. numéro 1 pour commencer, et dans le top 3 pour terminer, c'est que la formation répond à un vrai besoin opérationnel. Donc toujours proposer une formation qui vient à point nommé. Donc il y a aussi l'enjeu du time to delivery à prendre en compte, par rapport à un besoin métier, hein, pour avancer dans le poste, pour répondre à ce qu'on me demande de faire, etc. Et globalement, en numéro 2, il y a la certification. Et numéro 3, c'est la présence d'un tuteur, effectivement, pour pas vivre son expérience en totale autonomie, en fait. Et Mmh. on touche vraiment très concrètement aux enjeux de la formation digitalisée. C'est ce qui rend justement tout ce qu'on est en train de se dire hyper intéressant parce que à la fois la digitalisation des formations permet, mais très, très, très concrètement, de répondre à des gros besoins de formation et à des gros enjeux, hein, de disponibilité, d'accessibilité, de performance de la formation, tout simplement. Mais en même temps, il y a des contraintes qui naissent de cette multimodalité-là. Donc, il faut savoir y répondre et d'où l'intérêt de toutes ces compétences dont on parle aujourd'hui. Complètement. Et j'en profite aussi, je m'adresse un petit peu à l'audience. Surtout ne pensez pas parce que parfois moi je présente mon métier, et je dis que je suis assez spécialisée dans la conception de e-learning où donc les apprenants, font, en autonomie et donc les personnes à qui je dis ça, en général, c'est des personnes un peu extérieures à la formation, ont tendance à penser que du coup, je prône ou que nous, concepteurs e-learning, nous prônons la totale formation, full Mmh. e-learning, full autonomie. Jamais, nous n'avons jamais dit ça. C'est Mmh. notre métier effectivement de rendre, le e-learning le plus engageant possible. Moi, en plus, j'ai une forte spécialisation en gamification, donc l'idée, c'est de rendre ça de faire en sorte que ça ne ressemble pas à un PowerPoint qui défile avec une voix off par-dessus, un quiz à la fin, qu'on aille un petit peu plus loin. Mais à aucun moment, mon discours et le discours des acteurs du digital learning est de dire que la formation full autonomie, tout digital est, le graal, le meilleur truc. Pas du tout. Moi, quand j'ai une forte demande d'accompagnement de la part de mes clients, ils attendent pas, en général, en tout cas, ils attendent pas juste de moi que je sois une technicienne et que je fasse tout ce qu'ils me disent. Souvent, au contraire, ils attendent que je les challenge pour savoir s'ils font les bons choix, et cetera, qu'ils prennent les bonnes décisions. Et moi, je suis la première à leur dire que, si possible, quand même, le mieux, c'est que la partie e-learning s'intègre dans un parcours peut-être un peu plus hybride, avec une connexion humaine, un tuteur, un formateur, bref, tout ce que tu dis là. Donc surtout, ne croyez pas que quand on est acteur
des professionnels du digital learning, ça veut dire qu'on veut absolument que tout soit digital, pas du tout. Ouais, tout à fait. Et puis, encore une fois, nous, c'est souvent quelque chose que je rappelle au début de certaines des interventions que je peux faire, par exemple. Quand on parle de digital learning, à l'ISTF en tout cas, on parle vraiment de multimodalité et de tout ce qu'offre en fait la digitalisation des formations. Et donc, quand, par exemple, là, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous nous entendez dire digital learning, digitalisation des formations, ça ne veut pas dire tout passer en e-learning. Au contraire, ça veut dire profiter de ce que le digital et le numérique peut nous apporter pour en mettre un peu partout, ou en mettre nulle part, mais en tout cas pouvoir se poser la question et profiter de ce que ça peut offrir pour mieux former et rendre l'entreprise plus performante du coup. Exactement. C'était un aparté, je pense, qui est intéressant à faire puisque finalement les baromètres de l'ISTF montrent que de toute Ouais, façon, ouais, le e-learning en autonomie tout seul n'est souvent pas suffisant. Ça dépend bien sûr de beaucoup d'autres facteurs, mais en tout à général, fait. il y a des indicateurs de performance autres à prendre en compte. Mm. Donc merci en tout cas pour cette rentrée en matière qui était très complète. Et justement, dans ta première réponse à la première question, tu as cité des métiers, Learning Success Manager, Learning Designer. Moi-même, des fois, je suis perdue. Mathilde, je t'avoue que en regardant, je me dis: «Bah, attendez, avant on disait, chef de projet, on disait, je comprends pas». Donc c'est vrai que voilà, ça apparaît, depuis, quelques années, de plus en plus, cette anglicisation un peu des profils. Alors si on est mauvaise langue, on pourra dire que c'est pour faire beau, que c'est pour, voilà, que c'est pour avoir des noms de postes, un peu plus stylés qui veulent pas dire grand-chose. C'est des choses que j'entends en tout cas dans le secteur. D'autres disent qu'au contraire, non, ce sont des vrais postes, c'est une évolution des postes. Finalement, pour les personnes qui arrivent sur le secteur, qui viennent de se former, qui voient tout ça, toutes les compétences qui sont demandées, tout Mm. ça, est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement, quels sont leurs rôles, et en quoi un Learning Success Manager, tu as un petit peu commencé à répondre, mais un Learning Designer ou un Learning Success Manager, en quoi ça se distingue, je sais pas, d'un chef de projet plus, classique? Quelles sont les différences? Quels sont leurs rôles, Mm. Mm. concrets? Ouais, effectivement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans chaque entreprise, on va retrouver des intitulés de poste. Et donc, je donne un exemple. Il y a certaines entreprises qui ont des digital learning managers, ils en ont plusieurs, et qui sont des personnes qui ont à la fois la casquette de chef de projet formation digital learning, learning designer et concepteur e-learning. Et donc, elles couvrent en fait toute la chaîne de conception, de production et de livraison, et donc avec la gestion de projet qui va bien autour, d'un projet de formation. Et c'est intéressant, hein, ces métiers-là, nous on voit avec les personnes qui suivent notre cursus chef de projet digital learning, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir justement être chef d'orchestre et être à toutes les étapes finalement de conception, de l'analyse du besoin jusqu'à la livraison du dispositif, voire même jusqu'à l'analyse après des indicateurs clés de succès dont je parlais tout à l'heure, pour voir si le projet a bien fonctionné, etc. Et puis continuer d'échanger, d'améliorer les choses avec les autres interlocuteurs. Après, il y a des entreprises qui décident plutôt de créer des postes de spécialistes. Et donc, c'est là où on retrouve ce découpage et c'est là que sortent des nouveaux noms de métiers, des nouvelles fonctions, parce qu'on décide que c'est plus optimal, plus efficace pour les projets d'avoir un chef de projet, un learning designer, donc un ingénieur pédagogique. Et là, je te rejoins. Effectivement, l'anglicisation du terme, elle est née aussi parce qu'on est dans un environnement très digital, très marketing, donc il faut quand même être un peu coolos. Et voilà, ceci étant dit, ça apporte la touche un petit peu finalement de digitalisation qui manque peut-être parfois à ingénieur pédagogique, même si finalement pour moi, ce sont les mêmes postes. Ensuite, on a potentiellement des concepteurs, ensuite des intégrateurs, etc., etc. Donc, ça dépend vraiment de l'organe de l'entreprise et de comment elle gère ses projets. Donc, le learning designer, par exemple, effectivement, c'est un intitulé un peu nouveau. Là, je viens d'en parler, mais c'est vraiment la personne en charge de designer l'expérience d'apprentissage. Et dit comme ça, justement, ça permet de dissocier un petit peu ce poste-là d'autres fonctions. Donc, on prend un peu de hauteur et on n'est plus juste sur le dispositif, mais on est sur tout ce qui va aussi entourer le dispositif pour l'apprenant. Donc, on va toucher à des enjeux de comment on va justement l'attraper, c'est-à-dire comment on va susciter son intérêt en amont. Donc, on va aussi marketer l'offre de formation, on va travailler sur des supports et des vecteurs de communication. On va s'intéresser à ce qui se passe après, comment
comment on mesure l'impact. Voilà, c'est des choses comme ça qui va distinguer ce learning designer d'un potentiellement ingénieur pédagogique, même si certains ingénieurs pédagogiques pourraient faire tout ce que je viens de dire. Encore une fois, on fait une photographie. Donc, à un moment T, on va se dire ça, il y a telle position. Maintenant, dans certains contextes, évidemment, tout ça bouge. Le Learning Success Manager, si je peux rentrer un petit peu plus dans le détail, comme c'est un petit peu plus nouveau, lui, son job, encore une fois, ça peut être plusieurs personnes. Mais si on se dit que c'est une seule et même personne en entreprise ou dans un établissement de formation ou d'enseignement, ça va être la personne en charge de faire réussir l'expérience de l'apprenant. Donc, lui, il va un peu surveiller ce qui se passe et accompagner les apprenants. C'est un peu ces deux grosses missions. Donc, si on s'intéresse à celle de surveiller ce qui se passe, justement, il va regarder comment évoluent les indicateurs qu'on peut fixer, les indicateurs clés de succès, les KPIs. Si on se dit, nous, notre objectif, c'est d'avoir le meilleur taux de complétion possible. C'est-à-dire, on va avoir le maximum de personnes qui finissent leur formation par rapport à celles qui les commencent. C'est particulièrement un enjeu quand on est sur des cursus longs, notamment les dispositifs de formation, diplômant à distance. Là, il y a un gros enjeu d'éviter les ruptures, d'éviter les abandons, etc. Donc, le rôle du Learning Success Manager, ça va être de surveiller ces indicateurs, un peu comme les tableaux de bord qu'on connaît tous, mais à la manière d'un pilote de Formule 1, je fais souvent cette analogie-là, et de se demander, OK, là, c'est pas assez haut. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est trop haut. Imaginons. C'est trop haut. Il y a trop d'abandon. Bon, qu'est-ce que je fais? Comment je peux agir? Quelles actions, moi, je peux mettre en place? Ou, en fait, à quelle porte je peux aller toquer? Imaginons, je vois que sur ce parcours de formation, il y a beaucoup d'inscriptions, beaucoup de contributions au début de la formation, et puis paf, d'un coup, il se passe plus rien. Et après, au deuxième tiers du parcours, tout le monde abandonne, et là, ça ne va pas du tout. Je vais peut-être aller interroger l'ingénieur pédagogique, le learning designer qui était en charge de ce parcours, pour voir ce qui se passe à ce moment-là du dispositif. Ou bien, je vais aller solliciter l'équipe en charge du tutorat pour voir si à ce moment-là, il n'y a pas un gros décrochage et il ne se passe plus rien sur la communauté apprenante. Donc, son rôle, ça va être vraiment de surveiller et d'aller interpeller les acteurs qui ont participé ou qui participent au projet de formation. De l'autre côté, souvent les Learning Success Managers ont ce rôle très concret et très direct avec les apprenants, de les accompagner, de les tutorer ou ne serait-ce que de faire vivre justement leur expérience, de faire le relais avec les formateurs qui vont être experts et qui vont pouvoir répondre aux questions des apprenants. Donc, il y a à la fois une casquette de coach purement et simplement d'organisation, de vie apprenante, etc. Donc, un peu CPE / coach, etc. Et puis, une autre casquette de relais auprès justement des formateurs qui vont pouvoir venir aider l'apprenant si besoin. Donc, on voit vraiment ce genre de poste se créer dans les CFA à distance et aussi dans les entreprises ou les organismes de formation. À l'ISCF, on a une Learning Success Manager, évidemment, et son rôle est vraiment clé pour assurer justement la réussite et le suivi de nos apprenants. Voilà. Donc, je réitère l'appel que j'ai fait tout à l'heure. Allez-y, mettez ça en place dans vos projets parce que c'est vraiment clé pour répondre et pour atteindre les objectifs qu'on peut se fixer pour faire vivre une super expérience à ses apprenants. Ouais, top, je te remercie, c'est très clair et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, dans mon expérience, pour rebondir sur ce que tu dis, ce que j'observe, c'est qu'il y a 2 points clés, dans tout le projet. Il y a 2 moments clés qui sont un peu délaissés. C'est le premier et le dernier, point, c'est-à-dire l'analyse du besoin, qui est parfois, en tout cas, bâclé à mon sens, alors D'accord. que c'est vraiment, très clé et je suis obligée d'insister souvent auprès de mes clients en disant: «Non mais, vous êtes sûrs qu'on a bien cerné le besoin?» puisque c'est vraiment la base de la pyramide, quoi. Et le dernier point qui est, l'évaluation du dispositif de formation quand cette fois, c'est pas l'évaluation des apprenants, c'est les apprenants qui évaluent le dispositif. Bon voilà, on leur envoie un questionnaire à chaud, un peu rapide, qu'ils remplissent parce qu'ils ont hâte de terminer la formation. Une bonne pratique, c'est de leur envoyer, quelques mois plus tard un autre questionnaire pour savoir si, ils ont eu le temps de mettre en pratique, au niveau opérationnel. Ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que la formation soit liée à un besoin opérationnel. Donc voilà, ces 2 éléments-là, en général, je trouve qu'ils sont un peu, bâclés. Je trouve ça un petit peu dommage
Et effectivement, si le fait qu'il y ait un Learning Success Manager peut vraiment faire en sorte que de s'assurer que les apprenants ont eu une bonne expérience, qu'ils ont vraiment mis en pratique la formation, qu'ils ont vraiment que ça leur a apporté, c'est top. Donc voilà, je suis d'accord avec Mathilde. N'hésitez pas à recruter ce type de métier parce que je pense que c'est très important. Et je pense qu'il y a encore aujourd'hui des organisations, peut-être un petit peu plus petites, qui n'ont pas forcément conscience soit de l'importance de ces métiers, soit qui ne pensent pas forcément aussi que ça existe, que c'est une spécialisation avec des vraies compétences derrière. Donc ouais, hyper intéressant, je te remercie. Et justement, si on est un peu plus terre à terre, qu'on rentre vraiment dans ce qui peut intéresser notre audience, moi, je pense que c'est une question qui va vraiment intéresser l'audience. Parmi toutes les fonctions que tu nous as, ou même d'autres, hein, que celles que tu nous as citées, ou d'autres fonctions qu'on n'a peut-être pas encore abordées, quelles sont les fonctions qui recrutent le plus et les compétences à développer en priorité? Parce que tous les jours, j'exagère, mais régulièrement, j'ai des personnes qui viennent, qui me disent, voilà, j'hésite, j'ai fait un bilan de compétences, j'hésite sur l'organisme de formation à choisir, j'hésite sur les compétences à développer, je ne sais pas, il y a tellement de métiers, un panel de métiers, je ne sais pas lequel va m'assurer une situation pérenne. Donc voilà, je sais que c'est une question qui va vraiment intéresser parce qu'elle suscite beaucoup d'inquiétudes au niveau du contexte aussi, hein, du marché. Donc dis-nous tout, nous attendons. Alors, je vais commencer par la deuxième partie de ta question. Évidemment, quand on veut acquérir des compétences et qu'on se demande lesquelles sont les plus demandées, les plus recherchées, etc., il faut appeler l'ISTF. Ça, c'est la référence. J'étais obligée de le dire, mais c'est la vérité. Et pour répondre du coup, très concrètement, aujourd'hui, de l'enquête qu'on a faite du coup sur le printemps là, cette année, pendant plusieurs semaines, ce qui ressort, c'est que numéro 1 du classement qui se détache un petit peu des autres, dont je parlais après, c'est la conception de ressources asynchrones. Donc, e-learning, video learning, micro-learning, rapid learning, etc., etc. Vraiment l'ingénierie pédagogique de contenu digitalisés, mais surtout qui vont servir à l'asynchrone. Donc, c'est-à-dire les contenus que l'apprenant va pouvoir effectivement suivre, réaliser en autonomie sur un PC ou une tablette ou un smartphone. Donc, on retrouve cette compétence-là qui est la plus recherchée aujourd'hui. Ensuite, en deuxième partie, et donc là, après, tout se suit et est plutôt rapproché, hein, vous le verrez dans le baromètre avec les pourcentages, etc., le classement précis, mais on retrouve l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. L'année dernière, cette compétence-là était beaucoup plus bas dans le classement. Il y a vraiment eu un gros saut par rapport à cette compétence qui, effectivement, est nécessaire aujourd'hui quand on est sur tous les métiers de la formation, que ce soit sur le responsable formation qui va pouvoir s'en saisir pour optimiser ses process, pour aller plus vite, pour traiter de la data aussi, etc. Pour la conception de dispositifs, on voit beaucoup d'outils qui permettent de prendre un PDF de 500 pages et de s'aider de l'IA pour faire de la scénarisation de parcours. Du coup, on redécoupe, etc. Ça aide en tout cas. Pareil pour la conception de contenu. Et puis, pareil pour la formation, l'animation, le tutorat, évidemment. Donc, ça couvre vraiment, c'est très transverse. Et donc, ça va impliquer toutes les fonctions des projets de formation. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle vient en deuxième position, en fait. C'est parce que ça peut couvrir des besoins partout et pour tout le monde dans les équipes pédagogiques. Juste derrière, on retrouve la gestion de projet, donc pilotage des acteurs, pilotage de budget, planification, par quelles étapes on doit passer, pilotage de prestataires, etc. Ça me semble essentiel également, donc je suis plutôt contente que ce soit dans le top 3. Et puis après, on retrouve la scénarisation à même niveau que la gestion de projet, la scénarisation de dispositifs multimodaux, donc toujours cette colorisation des dispositifs pour aller piocher du synchrone, de l'asynchrone, du présentiel, du distanciel et se servir en fait de toutes les forces de ces modalités et donc de la combinaison de ces modalités. Et puis après, on retrouve l'animation de classe virtuelle, l'utilisation d'outils. Tu citais Genially, ça peut être Storyline, ça peut être des outils, il en existe plein. Donc, savoir s'en saisir, nous, si
veux faire un aparté là-dessus, ce qui ressort quand on a des demandes des entreprises. On est beaucoup en contact avec les entreprises par rapport à l'alternance. Elles recrutent en alternance. Donc, pour le coup, moi, j'ai une vision assez nette de ce qu'elles recherchent en matière de maîtrise des outils. C'est rarement, je veux absolument quelqu'un qui maîtrise déjà, parce qu'on parle de l'alternance, donc évidemment, il y a ce côté un peu junior, forcément, qui maîtrise absolument déjà Geniali parfaitement, ou Storyline parfaitement, ou VTS Editor parfaitement, etc. En revanche, ce qui ressort, c'est je recherche quelqu'un qui pourra se saisir des outils qu'on décidera d'utiliser en interne. S'il faut la faire monter en compétences en interne ou via votre parcours ou via une autre formation à l'ISF, pas de souci, on le fera. Ça fait partie du deal en fait qu'on fait. En revanche, il faut quelqu'un qui puisse être en veille d'elle-même, qui puisse être curieuse d'elle-même et qui puisse prendre en main facilement en autonomie, plus ou moins, mais s'intéresser en tout cas au potentiel de l'outil et pouvoir le prendre. Donc, transposer aussi, si vous savez utiliser Geniali et que nous, on utilise Storyline, pas de souci, on vous prend quand même. Donc, c'est aussi cette agilité-là qui est recherchée, je pense, derrière utiliser des outils comme. Et puis, l'animation de formation présentielle arrive en bas du classement avec l'adaptation des pratiques aux enjeux RSE aujourd'hui. Donc, ça fait quand même partie du classement, bien que ça arrive en dernière place. Il y en a plein d'autres, des compétences derrière, finalement, hein, quand on est amené à interagir sur des projets de formation. C'est pas parce que c'est en bas de ce classement que ça veut dire que c'est pas important. Je précise ça. Puis peut-être que j'ai complété la vive voix, ce qu'on peut lire dans le baromètre. C'est juste qu'on a une sélection de compétences. Il y en a plein d'autres qui viennent du coup derrière celle-ci. Donc, pour moi, cette compétence, malgré tout, je pense qu'elle va monter l'année prochaine. On pourra se reparler et faire cette même analyse. À mon avis, elle sera un peu plus haut dans le classement. En tout cas, je l'espère. Ça fait partie de ce qu'on cherche aussi à apporter dans nos formations à l'ISF. Voilà, et donc pour la partie recrutement, là j'ai parti des compétences. Pour la partie métiers qui sont recherchés, on retrouve, comme l'année dernière, le métier de concepteur, conceptrice e-learning en pole position, parce que je pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont une vision, elles arrivent à un moment du projet où elles peuvent avoir une vision en fait un peu quand même 360, c'est-à-dire qu'elles viennent créer des contenus, mais elles peuvent quand même avoir de la compétence d'ingénierie pédagogique pour interagir sur les dispositifs et aussi avoir cette vue un peu plus technique pour la partie plateforme. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que cette compétence est recherchée, aussi parce qu'il faut de la pédagogie et de la techno. Donc, c'est aussi un profil, tu le sais parfaitement bien, je pense, qui est polyvalent et qui, du coup, se place en tête du classement pour cette raison. Je vous laisserai aller voir après, si vous voulez, c'est le classement dans son entièreté dans le baromètre. Mais, par exemple, Learning Success Manager et Learning Designer arrivent en 4e et 5e position du classement. Donc, ça monte un petit peu quand même, mais on reste quand même sur un peu le ventre mou du classement. OK, super. Moi, ce que je vois, c'est très cohérent finalement entre les compétences recherchées et les métiers qui recrutent le Mm. plus, hein. Tu nous parles de métiers très, enfin, en termes de compétences, on voit que c'est les compétences liées à l'hybridation de la formation, le fait de pouvoir, créer, en tout cas concevoir, des contenus asynchrones, Mm. donc pas mal de, comme tu disais, e-learning, vidéo learning, rapid learning et cetera, et l'IA. Et d'un autre côté, bah, forcément, parmi les métiers qui recrutent, on a beaucoup, concepteurs de ressources e-learning, voilà, et tous les métiers qui gravitent autour de la conception de contenu, e-learning. Donc je trouve ça intéressant. Est-ce que tu te rappelles sur les autres années, on était à peu près, en termes de classement, que ce soit, Oui. recrutement et compétences, c'était à peu près la même chose? Alors, sur la partie compétences, j'ai pas le classement de l'année dernière et des années précédentes en tête. En revanche, sur la partie métier, oui. Et je sais que c'était effectivement déjà celui-ci qui était le plus recherché. On retrouvait derrière le même, c'est-à-dire Digital Learning Manager ou chef de projet Digital Learning. Il me Mmh. semble que le troisième était également identique, formateur digital, qui plus est. Donc aujourd'hui, on ne recherche plus uniquement des personnes capables d'animer des formations et d'accompagner des apprenants. On recherche des personnes capables d'animer des formations et d'accompagner des apprenants avec les outils et les méthodes liées à la digitalisation des formations. Donc, c'est aussi important, quand on est formateur ou formatrice, de ne pas être attentiste, entre guillemets, et de laisser la partie digitale aux autres, dans les entreprises ou dans les organismes de formation ou les écoles, mais bien d'intégrer ça
en fonction de ce que vous êtes amené à faire dans vos pratiques. Et puis, par contre, là où il y a le plus de mouvement cette année, c'est l'intitulé IA Learning Specialist, parce que ça existe malgré tout. Le fait est que l'année dernière a été, je crois, en dernière place de notre classement. Encore une fois, il y a plein d'autres fonctions, donc c'est pas parce qu'ils sont en dernière place de ce classement que ça veut dire que c'est pas du tout recruté, mais il était quand même plus bas que toutes les autres qui sont analysées dans notre baromètre. Aujourd'hui, il est passé du coup en 6e place, j'ai le classement sous les yeux du coup, et ça veut donc dire que malgré le fait que ce soit des compétences transverses, comme je disais tout à l'heure, qui viennent toucher toutes les fonctions, il y a quand même un besoin en interne, au moins dans certaines organisations, d'avoir un ou des référents qui pourront être relais des autres fonctions et qui pourront surtout assurer la veille nécessaire aujourd'hui pour rester à jour des évolutions de l'IA et de ses impacts sur les différents métiers, outils, pratiques, méthodes, etc. Donc, je suis assez alignée avec ça parce que ça bouge très, très, très vite et que quand on a d'autres éléments, des projets à gérer, etc., on n'a pas forcément le temps de suivre précisément tout ce qui se passe. Donc, d'avoir au moins une personne vraiment en charge de ce sujet, pour moi, ça me semble être une bonne idée. Mais, encore une fois, il faut que tout le monde se saisisse de l'IA dans son métier à lui. Parce qu'on ne peut pas aussi que se relayer sur un IA learning spécialiste. En fait, il ne pourra pas tout faire lui-même. Ouais, complètement, je te rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA est difficilement contournable. Je ne dirais pas incontournable. Certaines personnes ne l'utilisent pas, c'est un choix. Je comprends complètement. Au sein de Meugest Learning, donc qui est mon entreprise, on l'utilise avec parcimonie, bien sûr, en étant bien conscient que l'idée n'est pas de livrer le client un parcours qui a été fait par Bien IA. sûr. Sinon, il le fait lui-même. Donc nous, effectivement, chez Meugest Learning, on crée des parcours et quand c'est nécessaire, on le fait avec assistance de l'IA, mais ça reste nous qui le faisons. Et effectivement, le fait d'avoir une personne un peu référente dans les entreprises qui, j'imagine, sensibilise aussi un petit peu à ça, contrôle la qualité des réponses qui sont fournies par l'IA, tout ça, c'est essentiel, même si, à mon sens, je te rejoins complètement, tout le monde doit être un minima sensibilisé à l'usage de l'IA, où, quand, comment l'utiliser, avec quel type de client, etc. C'est ça, c'est une personne qui n'est pas faiseur finalement, c'est plutôt une personne qui va guider et rester en veille sur ce qui se passe et comment utiliser au mieux ces technos-là et ces méthodes-là dans les process learning, en l'occurrence de l'entreprise. Donc, effectivement, plutôt une personne ressource et phare au sens littéral du terme vis-à-vis du sujet, quoi. Yes. Eh ben, écoute, je te remercie, c'est très aidant. J'espère que ça vous aide aussi. Dites-nous dans les commentaires si vous étiez au courant de tout ça. Et évidemment, encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que c'est impressionnant au début. On y reviendra après, mais en tout cas, de mon expérience, j'ai quand même pas mal l'impression que c'est un métier, enfin, c'est un secteur de métier qui est un peu qui commence à avoir de plus en plus de succès. Je vois des personnes, surtout après des bilans de compétences, qui souvent me contactent sur LinkedIn par message en me disant voilà, j'ai fait un bilan de compétences et il en est ressorti que la transmission de connaissances faisait partie de mes compétences et même de mes valeurs pour certains, de mes valeurs hautes. Donc je m'intéresse à ce type de secteur, de job, mais j'y connais rien. Je leur enverrai maintenant, je dirai: «Regarde cette vidéo, tu auras tout», j'envoie le lien et tu auras toutes tes réponses. Mais voilà, très souvent, voilà, enfin très souvent, de plus en plus souvent, j'ai vraiment ce type de message. Ça me fait plaisir évidemment, ça montre un engouement pour ce secteur. Mais effectivement, c'est impressionnant au début. On voit tout le type de métier qu'on peut faire. J'ai l'impression qu'au début, les gens qui sont un peu les moldus, les gens qui sont extérieurs au secteur, ils arrivent dans leur tête, ils vont avoir surtout formateur, quoi. C'est un peu le métier ou peut-être chef de projet à la limite, mais voilà. Il y aura 2-3 métiers en tête et puis ils se retrouvent avec l'éventail des possibles et ils se disent: «Mais je savais même pas que tel métier était possible, que ça existait», qu'il y avait toute une réflexion du dispositif par des ingénieurs pédagogiques, des learning designers, tout ça, souvent,
on se dit: «Mais» et ça on comprend avec Mathilde, là, on comprend complètement que ça puisse être, au début très flou. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ouais, ouais. Tout l'objet C'est de des chaque métiers de niche, donc exactement. effectivement, c'est des métiers qui sont assez peu connus, hein, du grand public, on peut le dire. Ouais. Donc ouais, souvent, on voit le métier de formateur comme, parce que c'est celui qu'on a vécu, dans nos vies perso, en fait, hein, d'individus, parce qu'on a vu des enseignants, on a vu après peut-être, des profs et puis on a vu des formateurs si on a eu l'occasion d'être formé, par ailleurs dans sa vie, précédente, hein, sa vie professionnelle. Et puis, souvent, oui, le plus connu, c'est concepteur, au sens large du terme. Et nous, Mmh. ce qu'on voit, pour les personnes qui justement, arrivent avec aussi ce genre de bagage de voilà, je viens de faire un bilan de compétences, la pédagogie semble appropriée pour moi, je suis carrément d'accord. Et j'ai vu qu'un enseignant, il fallait que ce soit avec des compétences de digitalisation des formations. Mais du coup, je voudrais savoir tout faire. J'ai vu dans les annonces que il faut être dans la gestion de projet, dans la conception de contenu, dans l'accompagnement des formateurs, etc. Donc, on les accompagne aussi, ces personnes-là, à identifier vraiment ce sur quoi elles veulent ou ont besoin de monter en compétences. Et puis, en général, du coup, hein, ça permet de pouvoir se positionner soit directement en tant que spécialiste et création de contenu, concepteur, comme on l'a vu, et soit bah, du coup plutôt digital learning manager pour être un peu plus polyvalent et se positionner sur des offres plus nombreuses finalement aussi. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire et de ses appétences, en fait. Soit on veut vraiment être dans la création de contenu, dans le grain, dans l'UX aussi, et donc c'est vraiment très approprié d'aller vers la conception. Soit on veut plutôt être dans la coordination, dans l'écoute, dans l'analyse, etc. Et là, on s'oriente plutôt vers justement chef de projet ou learning designer. Yes, complètement. Bah, merci en tout cas, Mathilde. J'ai le baromètre aussi sous les yeux et justement par rapport au parce qu'on parlait du marché et de l'employabilité, le baromètre, montre que 85 des professionnels voient le digital learning comme une opportunité de carrière. On en parlait un petit peu, mais justement, j'aimerais bien ton avis sur ce qui rend ce secteur aujourd'hui, si attractif. Bah, je pense tout simplement que aujourd'hui, quand tu regardes hein, les annonces, tu t'aperçois plutôt rapidement qu'effectivement, il va te falloir des compétences digital learning, je le disais à l'instant. Donc déjà, il y a cet indicateur-là qui ne ment pas. Et puis aussi, la manière de consommer, hein, globalement, elle a changé depuis 20 ans. Et c'est aussi les manières de consommer la formation qui évoluent. Donc, je pense que c'est aussi les manières de considérer l'acte d'apprendre et de se former tout au long de sa vie qui fait que les compétences en formation en pédagogie digitale sont de plus en plus recherchées et peut-être de moins en moins de niche, comme je disais tout à l'heure. Donc, ou en tout cas, plus directement en lien avec le grand public. Donc, je pense que c'est une des raisons qui explique cet engouement-là. Et puis, le besoin des entreprises, hein, encore une fois, ou des écoles et des structures, en fait, pour faire simple. Euh, toutes les structures qui créent des formations, que ce soit pour leurs collaborateurs ou pour des clients apprenants, des élèves, des étudiants. Aujourd'hui, c'est plus possible de passer à côté de ça. Donc, elles ont des besoins et ce sont des compétences particulières. On ne peut pas les improviser. Là-dessus, je prêchais ma propre paroisse. L'ISTF est né de ça, mais c'est bien pour une raison qu'on rencontre tant de succès et qu'on se développe autant depuis toutes ces années. C'est qu'il y a un vrai besoin dans ces organisations de faire monter en compétences ou de recruter. Donc, je pense que c'est pour ça que notre panel de répondants là, dans ce baromètre nous dit à 85% effectivement que ces compétences-là sont vecteurs d'opportunités professionnelles pour eux. Merci pour, ces explications, que je rejoins complètement, hein. L'évolution de la consommation, l'évolution effectivement du besoin de formation dans les entreprises. C'est clair, moi je le vois aussi, bien sûr avec mes clients, et d'ailleurs que ce soit petites, alors peut-être pas les très petites entreprises et encore, mais en tout cas PME, grands groupes, Mhm. parfois, il y a un peu cet imaginaire comme quoi les formations, des collaborateurs seraient réservées plutôt à des grands groupes avec des centaines ou des milliers de collaborateurs. Mais pas forcément, hein. Moi, j'ai, pareil, des PME, qui viennent me voir, qui ont moins de, 50 salariés et Oui. qui ont besoin de cet entretien, de compétences de la part des salariés Bien qui sûr. soient, rapides,
facile, alors avec beaucoup de guillemets bien sûr, mais en tout cas voilà, accessible, de construire un peu Mmh. ces formations qui soient facilement consommables par les apprenants et tout aussi efficaces. Donc ouais, cette prise en compte, et cette prise de conscience de l'importance de la formation tout au long de la vie des collaborateurs, Mmh. heu, Mmh. elle a pas lieu que chez les grands groupes, mais aussi, chez les plus petites structures qui font Absolument. de plus en plus appel à des professionnels parce qu'ils se rendent Mmh. compte qu'ils ont juste pas les compétences. Bah oui. Et de dire, faire des formations un peu maison, on prend un expert d'un sujet, on lui demande de faire la formation. Heureusement, enfin malheureusement, souvent c'est dans la douleur qu'ils se rendent compte que non, ça ne fonctionne ou en tout cas ça ne donne pas le résultat escompté. Donc C'est ça. Ça dépend des personnes effectivement, hein. Soit tu as une base, de la pédagogie, de la transmission, de la communication, de l'aisance, vis-à-vis d'un groupe et tout ça, soit tu l'as pas. Donc ça s'improvise pas. On le voit dans nos formations de formateurs occasionnels qui sont de plus en plus demandées d'ailleurs. Donc ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que ce soit dans les petites entreprises ou dans les grandes entreprises, il y a vraiment un retour à cette volonté, de proposer des formations tout au long de l'année, en fonction des besoins réels identifiés. Et donc, pour aller vite, justement, je parlais de time to delivery tout à l'heure, c'est-à-dire le temps qu'on met à délivrer, à déployer une formation vis-à-vis d'un besoin qui a été exprimé ou identifié d'ailleurs. C'est clé pour réussir justement à répondre à l'objectif qui est souvent la performance de l'entreprise. Donc, ça veut dire que les formateurs occasionnels qui sont des experts métiers qui travaillent dans l'entreprise, c'est hyper approprié. Néanmoins, comme tu le disais, il va leur falloir des compétences pédagogiques parce que nous, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Un expert métier, on lui demande de former des collaborateurs, il va se dire, ouais, c'est super, en plus, ça va le valoriser souvent. Même pour les plus timides et tout ça, au final, les personnes jouent le jeu et se forcent et tout parce qu'elles se disent, c'est super, j'aime beaucoup partager avec mes collègues, ça fait plaisir. Et puis, ça me valorise, hein, pour celles et ceux qui ont plus d'ego, c'est aussi ce côté-là. Et il faut en jouer, hein, quand on est responsable formation. Néanmoins, bien souvent, le syndrome de l'expert dont je parle, c'est je vais parler, 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 parler. Et puis, je vais dérouler mon truc et je vais parler de ce que je fais et je vais oublier quel était l'objectif, c'est-à-dire faire en sorte que mon audience, mes apprenants repartent avec une compétence. Donc, c'est eux qu'il faut mettre au cœur de la formation et pas mon expertise. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des méthodes, hein, clés, méthodes pédagogiques qui sont à maîtriser. Et je reviens sur ce que tu disais aussi sur la partie justement digitalisation. Donc là, c'est aussi important de le soulever, c'est-à-dire que c'est une autre solution qui permet aux entreprises de pouvoir mettre à disposition des formations plus facilement, plus rapidement certaines fois, et surtout de manière plus diffuse en fait, hein, dans le temps aux collaborateurs. Et effectivement, c'est le cas dans les plus petites ou les moyennes ou les très grandes entreprises, évidemment. Pour les plus petites, généralement, effectivement, elles n'ont pas la compétence. Donc, elles vont se tourner vers justement soit des contenus sur étagère, mais souvent vers des freelances ou des agences digital learning qui pourront leur proposer des contenus adaptés en fait à leurs problématiques parce que pourquoi elles ont besoin de former aussi rapidement et aussi souvent leurs collaborateurs, c'est que les petites entreprises, elles sont agiles et donc leurs besoins et leurs enjeux évoluent toute l'année. Donc, elles ne peuvent pas attendre ou elles ne peuvent pas se contenter de contenus qui ne seront pas adaptés. Donc, c'est encore une fois, là, on voit, hein, l'importance du mix. On parlait de mix de modalités tout à l'heure. Là, on le voit dans le mix de stratégie d'obtention, finalement, de contenu de formation. Tu peux internaliser et tu peux aussi externaliser. On le voit dans d'autres paramètres que l'on peut faire. C'est souvent une combinaison de tout ça, bien que la tendance soit à l'internalisation, mais ça, c'est plutôt aujourd'hui la partie budgétaire qui tire la couverture vers l'internalisation. Mais il reste des stratégies nombreuses qui mixent en fait l'appel à des concepteurs ou des agences en externe. yes, et justement ça me fait une super belle transition. Je te remercie. Par rapport à forcément moi-même, dans mon agence, une objection qui arrive souvent, c'est la question du budget, bien sûr. Ça, on ne peut que comprendre et je me permets du coup un parallèle avec un autre, baromètre qu'on pourra mettre en description aussi sur, les chiffres, du digital learning, les tarifs du digital learning, un baromètre que vous faites, régulièrement, également
Et donc un chiffre qui revient souvent, dans les discussions que je peux avoir avec des clients ou d'autres freelances, c'est, dans le livre blanc sur les tarifs, du digital learning, où il est indiqué un coût, je l'ai sous les yeux, c'est 6 850 € hors taxes pour un module e-learning sur mesure, hein, je précise bien, d'une vingtaine de minutes. Alors on parle d'un module e-learning, de niveau, 2.2 de la grille E2C. Je te laisserai expliquer ce que c'est. Je pense que tu le feras mieux que moi, mais en tout cas, Oui, pour, rapidement, c'est, quand on parle ici d'un module e-learning, c'est quand même un module e-learning avec un certain niveau d'interactivité, donc c'est pas ça. juste le fameux PowerPoint qui défile, quand même un Mm. niveau où l'apprenant il clique, voilà, il regarde des choses, il fait des exercices. Voilà, en gros pour, schématiser, mais tu nous diras, un peu plus en détail, ce que c'est. C'est un outil très, précieux utilisé au sein de l'ISTF. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils, par rapport à ça? Parce que j'imagine qu'un chef de projet, voilà, qui débute ou qui veut se débloquer ce budget formation, il voit ça. Bon, je comprends que, ça puisse être, un peu Ouais. un peu, au début, qu'on se dise: «Waouh», très souvent, c'est un chiffre qui étonne, hein, qui fait un petit peu débat, on en parle parfois entre nous et cetera. Du coup, est-ce que tu aurais quelques conseils ou mises en garde à partager, pour les chefs de projet qui, budgétisent, les modules ou voire même aussi pour les freelances ou les agences, pour justifier leur prix? Est-ce que tu peux, sur les 2 tableaux, nous dire un peu, ce que tu recommandes? Ouais, alors du coup, ce baromètre, effectivement, il s'intéresse aux tarifs. Donc, on va venir sonder un panel, encore une fois, de répondants, en les interrogeant sur les tarifs qu'ils pratiquent, eux, mais aussi le temps passé, etc., à produire des modules, des journées présentielles et tout. Donc, c'est ce qui va nous permettre de définir des fourchettes. C'est un peu ce qu'on dit à chaque fois, c'est l'Argus du digital learning, parce que ça n'existait pas. Et on avait justement bien souvent ce truc de mais combien ça coûte un module e-learning, combien ça coûte de le produire, à combien je le vends, c'est quoi les prix pratiqués pour une journée présentielle, etc. Donc on a voulu faire ce baromètre-là pour encore une fois offrir un guide qui n'est pas du tout vendez vos modules à ce prix-là, mais plutôt un repère pour savoir comment vous vous positionnez par rapport au marché et pour les acheteurs, pouvoir aussi faire leur benchmark parce que bah, les modalités ont changé. Ça veut aussi dire que les prix évoluent en fonction des offres qui évoluent et la manière dont on, prestataire de formation, proposons sur le marché nos offres de formation. Et donc que les acheteurs doivent aussi se mettre à la page. Parce que, par exemple, tu vois, je te donne un exemple très concret, qui est décorrélé du module e-learning. Mais pour ouvrir un petit peu le truc, quand on va nous dire, bah, moi, je suis habituée à acheter mes journées présentielles 1000 € la journée en intra. Bah, c'est un repère qui date d'il y a 20 ans. C'est plus celui d'aujourd'hui. Malgré tout, bah, il y a des acheteurs de formation qui sont encore, tu vois, calés là-dessus. Or, il y a 20 ans, un formateur qui te vendait une journée présentielle, une formatrice qui te vendait une journée présentielle en intra, effectivement, c'était plutôt du descendant. Il n'y avait pas trop de travail d'interaction, etc. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre de vendre ça et de proposer ça à tes clients. Donc, ça veut dire que ta conception, le travail que tu fais, les outils que tu as, etc., ont évolué. Donc, forcément, le prix de la journée va lui aussi évoluer. Et donc, ce baromètre, pour tout type de modalité, sert aussi de repère pour les acheteurs. Pour revenir à ta question, effectivement, un conseil que je peux partager à un chef de projet qui budgétise ce type de module, c'est d'analyser finement le temps passé par lui et par les acteurs, par exemple les concepteurs qui vont interagir sur le projet et qui vont participer à la création de module. Donc, on parle du temps homme, femme, à la journée ou à l'heure, et qui vont du coup être multipliés par le nombre d'heures passées. Après, c'est aussi une question de marge et de valorisation. Pareil, je prends un petit peu de hauteur pour appuyer mon propos, mais bien souvent, on a en face de nous, par exemple, des organismes de formation qui vont dévaloriser complètement le prix des phases asynchrones de leur programme de formation. Donc, ces organismes de formation-là passent le cap de digitaliser une partie de leur programme de formation, c'est super. Ils font des offres blended avec du présentiel, des classes virtuelles, des contenus e-learning, etc. Évidemment, ça prend du temps.
de faire cette réingénierie pédagogique-là, de créer les bons contenus, d'avoir une plateforme, d'accompagner tes apprenants, parce que quand tu fais du blended, tu fais du tutorat. Et donc, tout ça, ça doit être valorisé dans le prix. Sinon, tu dis quoi à ton client? Bah, tu lui dis simplement que fais ça en plus. Tu le suis pas. Voilà. Si tu ne mets pas un prix sur ce que tu offres, le client aura l'impression que ça n'a pas de valeur. Donc, il faut le valoriser. Et tout ça, ça c'est un conseil qu'on donne souvent, c'est n'ayez pas peur de faire payer cette partie asynchrone que vous proposez parce que vous l'avez fait pour une bonne raison. Et bien souvent, cette bonne raison, c'est que ça va rendre la formation plus efficace. Donc, vendez-le comme tel. Faut pas avoir honte de le faire, de vendre un petit peu plus cher ou juste de revoir son modèle économique pour que ce soit intégré. Je dis pas qu'il faut forcément doubler, tripler son prix, mais il faut juste savoir le valoriser et pas dire, bah, ma journée présentielle catalogue qui fait 6 heures ou 7 heures, ça coûte, je reprends mon exemple, 1 000 euros. Et mon parcours multimodal où j'aurai 4 classes virtuelles, des e-learning, des exercices pratiques tutorés, une animation de communauté, etc., ça coûte aussi 1 000 euros. Bon, bah, à un moment donné, c'est une stratégie. Mais en tout cas, il faut savoir argumenter cette stratégie. Si ça a le même prix, pourquoi? Qu'est-ce que j'y gagne, moi, en tant que client, à acheter l'un ou l'autre? Du coup, parce que c'est le même prix. Donc, c'est quoi mes critères après? Il faut vous préparer à argumenter ça, à marketer ça. Et si c'est pas le même prix, bah, faut être prêt à le défendre et à savoir valoriser les avantages de l'une ou l'autre des solutions. Après, du coup, là, j'ai un petit peu digressé, désolée, mais c'est important, je pense, quand on parle du prix d'une formation aujourd'hui. Après, pour les freelances qui doivent justifier ou défendre leur prix quand ils produisent, quand ils sont en charge d'un projet de création d'un module e-learning. Par exemple, tu vois, si on reprend l'exemple du baromètre, un module e-learning de 20 minutes, scénarisé, effectivement, tu l'as dit, médiatisé à un certain niveau. Donc, c'est un module interactif, bien conçu, avec un travail sur l'UX et tout ça. Et ben, pour le coup, il faut, encore une fois, mettre en avant le temps passé, les compétences que vous avez aussi, et la promesse de résultats également. Ce qu'il faut aussi valoriser, selon moi, et qu'il ne faut pas oublier d'intégrer au propal que vous pouvez faire, c'est toute la partie gestion de projet. Ce qu'on voit dans ce type de projet, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, cadrez-le pour ne pas exploser aussi vos charges et qu'au final, ce soit pas très rentable parce que au lieu de, enfin, vous aviez budgétisé, je sais pas, 2 allers-retours, le temps de 2 allers-retours sans forcément l'expliciter à votre client sur, par exemple, le scénario pédagogique. Et au final, bah, vous vous retrouvez avec un client qui avait mal exprimé son besoin, qui avait dit oui, c'est très bien, et puis en fait, qui ne voyait pas très bien de quoi vous vouliez parler. Donc, il y a ce travail à faire en amont de l'engagement et du démarrage du projet, de dire, bah voilà, déjà, formez-le un petit peu, sensibilisez-le un petit peu pour qu'il puisse savoir de quoi vous allez parler après et du coup, bien partir en toute connaissance de cause et en se disant, bah voilà, ce ne sera pas plus de 2 allers-retours et tout. Et ça vous permet aussi de mieux cadrer vos budgets et donc le coût de vos contenus, quoi. Merci Mathilde. Je pense que là, beaucoup d'entre nous avions besoin d'entendre ça. Ce type de vérité-là, parce que c'est vraiment, non, mais vraiment, c'est hyper important. Moi-même, excuse-moi, moi-même, dans mon agence, c'est exactement ce que je fais. Je cadre beaucoup, je mets dans les devis une partie, effectivement, gestion du projet. Et je cadre les allers-retours par livrable. En général, il y a à peu près 2 aussi, 2 allers-retours par livrable. Donc, quand on est vraiment sur du sur-mesure avec un accompagnement sur tout le projet, l'analyse du besoin, la conception, la production, le déploiement, etc. Chaque livrable bénéficie de 2 allers-retours et on ne se rend pas compte, mais rien que dans une seule phase, la phase de production, il peut y avoir plusieurs livrables. Il y a les vidéos, enfin l'ensemble des médias pédagogiques, le e-learning qui est fait sur Geniali, Storyline ou ce que vous voulez. Il y a, enfin, bref, il peut y avoir plusieurs livrables par phase de chaque projet, ne serait-ce que dans les 4 phases que tu disais tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs livrables, donc 2 allers-retours par livrable. Si vous venez sur, je sais pas, 2 allers-retours, je dis n'importe quoi, ça prend une demi-journée, bah, vous rajoutez tout ça. Ce sont des choses qui se facturent, en fait, quoi. Tu as complètement raison, hein, donc voilà, il faut complètement, je sais que quand on est freelance et qu'on débute notamment, soit on n'ose pas trop, ou alors on a peur que ce soit mal perçu, ou alors on se dit bon, on le fait dans une sorte de forfait, donc finalement, peu importe le temps qu'on y passe, le client il paye la même chose. Mais malheureusement, dans le secteur de la formation, notamment e-learning, ça peut vite monter effectivement
les allers-retours. Mmh. Mmh mh. Vraiment, 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 je pense que c'est très important effectivement de dire tout ça et pour la partie effectivement gestion de projet, que les chefs de projet soient au courant et l'anticipent. Ça peut être, hyper intéressant et surtout, oui, des fois enfin même souvent les clients, viennent nous trouver et c'est très c'est flou. Moi, j'essaye d'accompagner mes clients, de leur envoyer des vidéos que j'ai faites sur le sujet sur YouTube. Certains les regardent, d'autres pas, donc leur montrer mon portfolio, à quoi ça peut ressembler, pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, de plus en plus, il y a cette partie accompagnement qui nous est demandée parce que Ouais. souvent c'est très flou et pour éviter les mauvaises surprises aussi, donc moi je mets carrément dans le devis, hein, cette partie Bien sûr. accompagnement aussi, conseil, pour la prise de décision, quels outils choisir, à quoi ça va Mmh. ressembler. Je fais des templates de scénarios pédagogiques, ça fait aussi partie de Mmh. l'expérience client, pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte, des différentes phases. On fait des ateliers, enfin vraiment il y a ce côté-là, je les prends par la main quoi, le plus possible pour leur montrer, un peu et puis ça permet aussi de valoriser, comme tu disais, l'expertise pour qu'il y ait, renforcer la perception de la valeur. Parce que moi, ce qui Tout est à un peu fait. parfois est pas évident, c'est que, les clients ou les prospects ne se rendent pas compte, surtout ceux qui sont complètement extérieurs, à ce secteur, ils se rendent pas du tout compte, du tout le travail qu'il y a derrière la conception d'une formation. Bien Donc sûr. forcément, quand on leur annonce ce prix-là, certains, pas tout le Mmh. monde, il y en a pour qui, c'est complètement normal et d'autres tombent des nues en disant: «Mais waouh, quoi?» 20 minutes, c'est quoi? C'est quasiment, 700 € la minute. Je dis: «Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas Ouais, vraiment la minute de formation égale temps. C'est plus, toutes les étapes d'avant, en fait, qui c'est sont, ça et tout le nombre de et jours». Et tu vois, c'est exactement pour cette raison, tout à l'heure, tu parlais de la grille E2C, qu'elle a été créée, cette grille. C'est vraiment un outil de gestion de projet qui est utile en interne parce que tu vois, ces allers-retours et ces, quiproquos et tout ça, ça se vit aussi en interne, hein, quand on a un commanditaire, qui est le département, métier d'à côté et qui fait, une demande de formation e-learning au service, concerné. Donc quand ce sont des clients, c'est d'autant plus important de cadrer les choses en amont parce que tu as ce chiffrage, hein, c'est ton business, etc. Mais ça se vit dans tous les cas. Et la grille de C, elle est là justement pour donner des exemples concrets et pouvoir dire c'est ça que je veux, faites-moi ce module-là, ce niveau-là. Et donc on a ces deux échelles en fait de scénarisation d'un côté et de médiatisation de l'autre. Et donc ça permet de pouvoir, grâce à des exemples concrets et vraiment cette échelle à ces deux niveaux, ces deux échelles, de pouvoir se mettre d'accord avant de commencer sur le niveau qu'on veut. Est-ce que c'est un niveau 2-2? Est-ce que c'est un niveau 1-3? Est-ce que c'est un niveau 4-4, etc. Voilà, jusqu'à 4 sur les deux échelles. Et c'est vraiment un outil qui est utilisé depuis de nombreuses années pour gérer les projets, justement, et permettre d'avoir une grille de lecture et de compréhension entre le commanditaire et l'équipe ou la personne qui va réaliser le projet. Euh, Là, c'est particulièrement utile que ce qu'on est en train de se dire quand on travaille en cycle en V, euh, quand on est sur ces phases, et c'est, je dirais, indispensable hein, quand on travaille avec des commanditaires, surtout des clients externes. Après, ce qu'on voit de plus en plus aussi en entreprise, souvent, c'est des modes plus agiles et qui vont permettre justement de sortir un peu de ce mode cycle V qui crée finalement beaucoup d'allers-retours quand on passe sur de l'agilité et plutôt des itérations. Donc, c'est-à-dire, on fait un contenu, vous dites ce que vous en pensez, etc. Donc ça, quand on est freelance ou agence, c'est plus difficile à mettre en place avec ses commanditaires parce que ça nécessite un tout autre modèle économique. Mais pour le coup, en entreprise, j'invite vraiment les gens à s'y intéresser pour que on puisse sortir justement de ces cycles très très longs et qui pénalisent le time to delivery, encore une fois, et l'apprenant, parce que il est complètement mis de côté dans ces projets qui mettent longtemps à sortir. Donc, c'est vraiment particulièrement utile quand on travaille avec de l'interne, parce qu'on peut se permettre, dans ce contexte-là, de travailler par itération, etc. Quand on fait payer effectivement son module, comme une agence ou comme un freelance, là, ça devient plus compliqué. Mais on peut s'inspirer de méthodes agiles comme EDAT pour venir un peu, j'allais dire pimenter, c'est pas tout à fait le mot, mais pour faciliter peut-être certaines étapes du processus. Eh bien, merci Mathilde. Nous avons parcouru, pas mal de choses ensemble.
On a touché du doigt, et ça fera peut-être l'objet de questions en commentaire. C'est vrai qu'on a parlé de, l'air de rien, ce sujet est plus vaste que ce qu'on pourrait penser. On a touché du doigt des sujets sur l'IA, le fait de Mm. faire des modules sur étagère ou des modules sur mesure, les tarifs, la budgétisation, les nouveaux métiers, un petit peu le côté certification, etc. Donc, on a touché du doigt plein de choses. Très souvent, voilà, l'audience est parfois un peu frustrée de se dire: «Ah, c'est dommage, on aurait pu aller plus loin sur ça». Mais sinon ça durerait, Ouais. des heures et des heures. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup Mathilde pour toute la transmission. J'espère que vous mettez de la valeur sur tout ce qui vous a été partagé. Je pense que sur Merci à YouTube, toi. du contenu gratuit qui vous explique tout ça en détail, je suis pas sûre que vous trouviez. Donc vraiment, merci beaucoup, et même d'autres sur d'autres plateformes. Mathilde, pour ceux qui ont envie potentiellement de te contacter ou de contacter l'ISTF, où est-ce qu'on te retrouve et où est-ce qu'on peut retrouver l'ISTF? Eh bien, sur le site déjà de l'ISTF, évidemment, istf-formation-fr. Et puis, bah, moi, je suis particulièrement dispo et à l'écoute sur LinkedIn. Hein, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur mon profil, Mathilde Istin. Et sur la page de l'ISTF aussi. On a aussi une page Instagram qui est plutôt dédiée à de l'acculturation justement sur les métiers du digital learning, avec de la com pour faire connaître ces métiers-là, parce qu'on a justement cette ambition de devenir ou de renforcer notre position d'acteur de référence pour devenir des pros de la formation, donc vraiment sur la partie alternance de notre activité. Et donc la page Insta, je vous invite quand même à vous y abonner, tout simplement parce que si vous vous intéressez au métier, bah, vous aurez plein de contenus à consulter dans votre feed Insta, entre autres choses. Ça pourrait être sympa. Et puis sur LinkedIn, c'est plutôt nos actus, ce qui peut sortir, justement nos baromètres, nos webinaires, notre présence ceci et là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et comme je disais, moi, je suis sur LinkedIn aussi, donc pas de souci pour être contacté. Allez-y. Yes, super. Bah, de toute façon, tu m'enverras tout ça et on vous mettra tous les liens que Mathilde vient d'évoquer, hein, que ce soit les liens des différents baromètres qu'on a évoqués, un petit guide pour vous aider si vous l'avez en face de vous en même temps que vous suivez la vidéo, un petit guide pour vous dire, voilà, là, on se réfère à tel moment du guide, etc. Vous ferez ça. Et puis tout ce qui est la page LinkedIn de l'ISTF, la page de Mathilde, l'Instagram, tout ça, top. On vous mettra tout ça. Par rapport à la chaîne, et ben pareil, tout comme Mathilde, abonnez-vous pour de futures interviews, pour des futurs contenus. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous des retours, et évidemment, si vous avez des idées de nouveaux contenus qu'on pourra faire avec Mathilde, peut-être l'année prochaine. Voilà, les nouveaux baromètres, il y en a qui sortent régulièrement. Donc, si vous avez envie de retrouver à nouveau Mathilde sur la chaîne pour explorer les autres sujets qu'on a touchés du doigt, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que Ouais. Mathilde, nous te réinviterons sur la chaîne avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Mathilde, à Merci, très à bientôt. bientôt. Ciao. Ciao.